Voilà, et ben bonjour Rachel. Rachel Bonjour, Clément. Voilà, merci de participer à cette interview pour le collectif. merci à toi Gwenaëlle de m'avoir proposé. Et puis voilà, on va passer quelques minutes ensemble pour parler nutrition par rapport au burn-out. Donc toi, tu es praticienne en nutrition et tu prépares donc un diplôme en nutrithérapie. Tout à fait. Voilà, et donc tu vas pouvoir nous parler de tout ça aussi en rapport avec le burn-out. Oui, merci. Alors oui, moi je suis donc praticienne en nutrition santé. Je me suis formée dans une école de santé en Suisse, à Genève, qui s'appelle Esclarmonde, qui prépare en fait au diplôme fédéral de naturopathie. Donc ce cursus en nutrition s'insère donc dans le cursus général de naturopathie. Et la nutrition santé, c'est une nutrition qui va plus loin que la diététique en fait. On inclut la diététique dans la nutrition santé, c'est-à-dire que la diététique prend en compte les besoins caloriques journaliers selon les apports recommandés. Et nous, en fait, notre approche, elle est holistique. C'est-à-dire qu'on va prendre l'être humain dans sa globalité et on va voir donc dans l'être humain sous toutes ses facettes. Donc la nutrition, c'est effectivement ce que l'on mange, mais dans quelles conditions aussi on mange. Est-ce que ce que l'on mange est adapté à notre métabolisme, notre physiologie? On n'a pas toutes, même si on a une physiologie commune de l'être humain, on n'a pas tous le même passé, pas tous le même terrain, comme on dit en naturopathie. Et donc cette nutrition, elle est personnalisée, avec quand même des grands principes en fait de nutrition santé qui ont été validés par la science, par des études et des recherches scientifiques. Et ces grands principes sont les clés de cette nutrition et sont favorables à la santé à long terme. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes ce qu'est la nutrition santé. Donc moi, je pratique cette nutrition-là. Je fais des accompagnements individuels. Je propose des consultations en cabinet. Donc je fais une anamnèse et puis après, j'accompagne la personne selon ses besoins au niveau d'une approche nutritionnelle. Et puis, je propose aussi des ateliers, donc en présentiel ou en webinaire, sur des thèmes particuliers de la nutrition, de façon à partager en fait les informations et rendre en fait les personnes autonomes et acteurs en fait aussi de leur bien-être, Oui, parce que de leur santé. peut-être qu'on en parlera après, mais ça repose beaucoup aussi sur les habitudes. Oui, tout à fait. Oui. Alors oui. Ça c'est sûr que l'alimentation, ça touche à beaucoup de plans en fait chez l'être humain. L'alimentation, elle nous vient de notre culture, on peut dire de notre pays par exemple. Elle vient aussi de nos traditions familiales, comment on cuisine à la maison, comment cuisinait notre grand-mère, notre maman. Voilà, on a aussi cet héritage-là avec les croyances qui vont avec et qui font on a certaines habitudes alimentaires. Et aussi, en parallèle à ces croyances, ces traditions, on a aussi une éducation nutritionnelle qui se fait beaucoup aujourd'hui à travers les médias. Voilà, aujourd'hui, on voit les médias se sont emparés de ce sujet parce que c'est quand même aujourd'hui, ça devient un sujet de santé publique parce qu'on voit beaucoup d'indicateurs de péjoration de la santé qui seraient liés justement à notre mode de vie et à notre mode alimentaire. Donc les 5 fruits et légumes par jour, manger et bouger, voilà, toutes ces indications qui sont transmises par les médias, plus toutes les émissions que l'on voit à la télé ou alors à la radio. Donc on a beaucoup d'informations. Et c'est une éducation qui n'est pas forcément neutre non plus. Voilà, tous les médias ne sont pas neutres. On peut avoir derrière aussi des industries agroalimentaires. Voilà, donc c'est pas facile de s'y retrouver, oui. Dans toutes ces informations-là, aujourd'hui, on peut se dire mais qu'est-ce qui est bon de manger, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je mange en fait pour être bien et on peut se perdre.
Pas trop d'infos, tue l'info. Exactement, oui, tout à fait. Il faudrait la juste information, effectivement. En soi, c'est sûr que c'est pas évident. Mm. Et du coup, alors toi, c'est ton parcours, ça vient d'où cette idée? Parce que tu viens d'un tout autre milieu. Oui, tout à fait. Donc oui, moi, la nutrition, c'est une reconversion professionnelle, enfin la nutrition et les thérapies complémentaires. Hein. Donc, je viens à la base d'un cursus plutôt économique et des ressources humaines. Hein. J'ai travaillé 12 ans dans les ressources humaines et le recrutement. Donc, j'ai toujours été proche de l'humain et j'ai toujours finalement accompagné des personnes. Et c'est ce qui me tient à cœur d'ailleurs. Là, c'était dans le cadre de leur recherche d'emploi principalement. Hein, j'ai fait beaucoup d'accompagnement et d'ailleurs, pendant cette période, j'ai vu passer dans mon cabinet en tant que donc, de recruteur externe beaucoup de personnes qui avaient souffert notamment de burn-out également, qui avaient déjà, il y a maintenant plus de 5 ans, et j'ai déjà vu passer des personnes qui avaient des parcours incroyables, des parcours professionnels incroyables, qui un jour, il y a tout qui s'effondre. Et ouais, à l'époque, oui, je me rappelle de certaines personnes que j'avais rencontrées qui avaient vécu cela. Et puis la vie fait que la vie est un chemin où on emprunte des fois d'autres chemins. Et donc, moi, c'est ma vie personnelle, familiale. Est arrivé dans ma vie donc mon fils. Et il n'est pas arrivé seul, il est arrivé avec une maladie génétique, donc la mucoviscidose. Et donc, ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis demandé effectivement pourquoi cette maladie était arrivée dans ma vie et qu'est-ce qu'elle devait m'apporter. Et un des piliers en fait thérapeutiques dans la gestion de la maladie, c'est la nutrition. En fait, la nutrition est un des piliers pour améliorer la qualité de vie du patient. Et ça m'a beaucoup interpellée, en fait. J'ai toujours été intéressée par ce qu'on mangeait, parce que de par ma tradition familiale, ma maman a toujours beaucoup cuisiné, a toujours porté beaucoup d'intérêt à ce que l'on mettait dans notre assiette. Mais bon, voilà, c'était quelque chose qui m'a été transmis de par ma famille, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée là-dessus. Et puis, donc, avec la mucoviscidose, je me suis penchée sur la question parce que je me suis retrouvée face à une diététicienne qui m'a dit voilà ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Et ça m'a questionnée. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pour mon fils? J'ai commencé à faire un peu de recherche et puis je me suis dit peut-être c'est le moment de se lancer là-dedans parce que c'est hyper intéressant de se dire que l'aliment, en fait, qui est quand même le premier carburant de notre organisme, oui. C'est lui qui va permettre en fait un fonctionnement optimal et en tout cas améliorer le fonctionnement de l'organisme et pour essayer de préserver ce capital santé. Donc c'est là que je me suis lancée maintenant il y a 4 ans dans une formation de nutrithérapeute. Et donc je suis aussi je fais un projet notamment avec la nutrition et la mucoviscidose aussi. C'est d'amener la nutrition santé dans la mucoviscidose, dans la gestion de la mucoviscidose. C'est intéressant et c'est vrai que entre autres, dans le domaine de la maladie, il y a quelque chose qui, dans ce qui est d'être acteur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, être actrice, d'avoir une part en fait dans l'évolution des choses. Au niveau alimentation, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement maîtriser, qu'on peut évoluer et sur lequel on peut avoir une influence. Tout à fait. C'est important en fait, même si on n'a pas l'impression de pouvoir tout influencer, en tout cas de ce point de vue-là, quand on fait l'effort et quand on s'y intéresse, l'alimentation du coup devient un levier pour être aussi acteur, actrice, et je pense que ça participe aussi à donner du positif aussi dans ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais citer une de mes consoeurs, Marie Moati, qui est nutritionniste sur Genève aussi, qui dit dans une interview qu'elle a donnée au journal Le Temps, elle dit que manger est un besoin fondamental, mais se nourrir est un choix conscient. Et je trouve que c'est tout à fait ça, en fait. Ça résume très bien, en fait, la différence. C'est-à-dire que oui, on a besoin de manger, mais quand on décide de nourrir son corps, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette en fait et comment on mange aussi, parce que c'est
oui, ce que l'on mange, mais dans quelles conditions on mange et est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de manger. Et aujourd'hui, dans notre vie moderne, très stressée, où on est toujours sous pression, souvent ce qu'on voit, c'est notamment dans le milieu professionnel, manger c'est accessoire, c'est-à-dire que c'est un sandwich vite fait sur le pouce ou devant l'ordinateur, on ne prend pas le temps de manger, on ne se rend pas compte qu'on mange parce que généralement on fait autre chose en même temps. Donc ce qui fait que pour le cerveau, il faut savoir quand même que tout ce que l'on fait, en fait, notamment quand on commence à manger, il y a une information qui va directement, donc dès que ça rentre dans la bouche, il y a des neurotransmetteurs qui vont directement à notre cerveau pour dire attention, là on est en train de mettre en place une digestion, donc on est en train de manger. Et là après il y a tout le reste qui s'active. Mais si on n'est pas dans c'est-à-dire que si pendant qu'on mange, on est en train de lire, de travailler, de faire autre chose, en fait, il y aura une autre information qui va arriver, d'autres informations qui vont arriver au cerveau, et le cerveau voilà, il va avoir un conflit en fait, et la digestion va se bloquer. Et donc en fait, ce que l'on va manger, notamment, va être moins bien assimilé, parce que derrière, tout le système digestif ne va pas être prêt pour absorber la nourriture et faire tout son travail après d'assimilation. Donc ça bloque déjà à ce niveau-là. Donc c'est tout ça en fait, ça commence déjà là. C'est au moment où on décide de se nourrir, au moment de se nourrir, voilà, d'être en phase avec ça et d'être conscient, présent à la nourriture. C'est pas facile aujourd'hui. Alors je me sens complètement concernée par ce que tu dis parce que j'ai eu cette discussion avant-hier avec quelqu'un où finalement quand on rentre un peu dans ce cercle vicieux où on inverse nos priorités, si on prend la pyramide de Maslow, la base de la base, c'est quand même les besoins de se nourrir, ensuite d'être en sécurité, etc. Et du coup, alors oui, on se nourrit, oui, on prend un sandwich sur le pouce, on décale son repas parce que sur le temps de midi, on a autre chose de prioritaire à nos yeux. Et du coup, quand ce besoin n'est pas comblé pleinement, c'est-à-dire avec pleine prise de conscience que manger, c'est aussi prendre soin de son corps, et ben, du coup, les priorités s'inversent et ça crée des désordres, voilà, des désordres digestifs, des désordres, et même des maladies parfois. Et du coup, voilà, par rapport, c'est le lien que j'avais envie de faire maintenant, parce que par rapport au burn-out, c'est vrai que c'est des personnes qui souvent sont entrées dans cette spirale-là. Je ne dis pas qu'elles ont toutes des difficultés alimentaires, mais ça va souvent avec, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est à 100 à l'heure, on a énormément de choses à faire dans la journée. Et du coup, le rythme, la chronobiologie, tu vois, elle est complètement déstructurée. Et voilà, et c'est un peu l'oubli en fait de nos besoins primaires, de nos besoins fondamentaux. Tout à fait, oui. Et là, effectivement, quand on parle de rythme, alors si on fait une référence à la médecine traditionnelle chinoise où donc l'être humain fait partie du tout de la nature, enfin fait partie de la nature, hein, on ne fait qu'un avec la nature et le corps est le microcosme à l'image du macrocosme qui est la Terre hein, finalement. En fait, on est rythmé par le jour et la nuit, on est rythmé par les saisons, on est rythmé par nos hormones, notamment chez les femmes, notamment par exemple par le cycle menstruel, et les hommes aussi ont un rythme aussi lié aux hormones. Donc voilà, on est tout le temps sur des rythmes en fait et sur des déséquilibres et des équilibres en fait. C'est toujours fluctuant finalement, le yin et le yang, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est cette balance et quand il y en a un qui finit, l'autre prend le relais. Et le corps fonctionne comme ça en fait. Et le souci, c'est quand ça se déséquilibre, et ben en fait la machine, elle s'enraye en fait. Hein. Les rouages ne fonctionnent plus de manière fluide. Et le respect des rythmes est fondamental. Parce qu'effectivement, notre corps, à l'image de la nature, si on observe la nature, elle fonctionne aussi en rythme et nous fonctionnons de la même manière. Et ça aussi, quelque part, je pense qu'on l'a oublié. On voit aussi que, effectivement, on dort moins, on dort peu, on se couche souvent plus tard, on termine les soirées sur des écrans, alors que
là, c'est le moment pour le corps, notamment, d'être plutôt plongé dans le noir, dans des lumières très douces pour se préparer à dormir, en fait. Et nous, on est devant des écrans qui vont stimuler notre vision, stimuler notre cortex. Hein. Et donc voilà, donc finalement, il n'y a plus vraiment ce respect-là. Et ça entraîne petit à petit des déséquilibres. Et dans le cas du burn-out, on arrive alors par différents facteurs hein, de pression, de stress chronique à long terme, en fait, où à un moment donné, il y a un effondrement du système. C'est-à-dire que quand les patients disent que un matin, ils n'arrivent plus à se lever du lit, c'est plus possible, que la mémoire ne fonctionne plus, que voilà, on oublie, on n'arrive plus à se concentrer, on peut pleurer voilà, pour moindre petite chose, voilà, les larmes sortent. Le système, il est effondré. Et le corps l'a dit stop, en fait. C'est qu'à un moment donné, il dit c'est plus possible. Je peux plus. Voilà. Et donc là, c'est quand on en arrive là, c'est là où tout va se jouer et qu'il va falloir agir quand même assez, je pense, rapidement pour ne pas laisser cette situation perdurer qui va continuer finalement à dégrader, détériorer l'organisme. C'est d'apporter ce suivi, cet accompagnement à la fois psychologique et puis aussi nutritionnel. Parce que pour relancer la machine, il va falloir apporter des carburants. Il va falloir apporter les nutriments et les micronutriments qui sont essentiels en fait, parce que tous les curseurs ils sont en bas en fait. Hein. Donc voilà, là je pense que c'est assez essentiel d'intervenir assez rapidement à ce niveau-là et d'accompagner les personnes sur différents plans. Donc on a le psychologique bien sûr, avec aussi toutes les thérapies complémentaires, la méditation, l'hygiène, l'activité physique. C'est l'EFT, enfin voilà, toutes ces gestions des émotions et la gestion du stress. Et puis également, concrètement, comment on peut donner le bon carburant à l'organisme. Donc, comme disait Hippocrate, que tes aliments soient tes remèdes. Ça, Hippocrate, c'est le père de la médecine occidentale. Hein. Donc, c'est lui qui disait déjà ça il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, que l'aliment soit tes remèdes. Et j'en suis convaincue. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est vrai que très souvent, en tout cas nous au niveau du collectif, par rapport à des personnes qui vivent un burn-out, notre préoccupation première déjà, c'est qu'il y ait un accompagnement dès le début. Hein, oui. Des personnes qui sont livrées à elles-mêmes pendant plusieurs mois, qui parfois retournent au travail dans des conditions encore d'épuisement, donc la réparation la reconstruction n'est pas faite. Et c'est vrai qu'après, dans l'accompagnement, il existe pas mal de choses aujourd'hui. Donc, comme tu dis, sur le plan psychologique, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se forment à la question du burn-out, qui veulent accompagner. Il y a aussi certaines médications. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la première question, le premier rapport qu'il faudrait donner. Alors, à moins ça dépend comment la personne se porte, mais parfois du coup la médication peut occulter du coup d'autres problématiques. Je pense au syndrome de l'intestin irritable, enfin toutes les problématiques autour de l'intestin pour lesquelles aujourd'hui il y a quand même pas mal de recherches qui disent que ça arrive aussi au niveau du moral de la personne, si je peux résumer ça comme ça. Oui, on l'appelle le deuxième cerveau, hein. C'est exactement ça. Voilà. Du coup, la nutrition, l'alimentation, c'est à moins d'être accompagné, par exemple, par un médecin généraliste qui a cette sensibilité-là, c'est souvent un peu la dernière carrosse. Ça demande des changements d'habitude, mais parfois, ça peut être des choses extrêmement simples, en fait. Ah oui, je peux donner un petit exemple. Hein, donc en fait, le premier axe sur lequel on peut travailler en nutrition et dans un cas de burn-out ou vraiment de dépression, c'est sur les neurotransmetteurs. Donc quand les neurotransmetteurs, donc ce sont ces messagers chimiques qui nous permettent, donc il y en a je crois plus de 52, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont très très importants parce qu'ils sont nos accélérateurs ou nos freins. Donc notamment la dopamine. Et puis là aussi la sérotonine,
j'en cite que deux, la sérotonine. Donc la dopamine, c'est l'activateur, la sérotonine, c'est le frein. Quand on parle justement du burn-out, un des symptômes, c'est cette fatigue et ce manque d'énergie, ce manque de motivation. Le matin, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à avancer. Voilà, on reste, comme on dit, on est cloué au lit, on ne peut plus se lever. Et bien là, c'est la dopamine. Parce que la dopamine, ce neurotransmetteur, c'est celui de la motivation, de l'énergie et du passage à l'action. Alors la dopamine, en fait, pour être synthétisée dans le corps, elle a besoin de précurseurs. Et les précurseurs, elle les trouve dans l'alimentation. Et elle le trouve notamment via les acides aminés, certains acides aminés spécifiques, qui vont provenir de protéines alimentaires. Donc, si on parle du petit déjeuner, par exemple, déjà le matin, si on part avec un petit déjeuner glucidique et très sucré, c'est-à-dire avec sucre raffiné, céréales raffinées, tarte, par exemple, pain blanc, beurre, confiture, là, on va apporter des glucides. Et les glucides, elles vont pas servir à la dopamine. Bien au contraire, elles vont aller activer l'insuline, donc l'activité du pancréas, et puis elles vont activer ce qu'on appelle le système insulinique, et qui après amène souvent le coup de pompe notamment de 11 heures, parce qu'on va être en hypoglycémie après toute cette arrivée de sucre massif dans l'organisme et dans le sang, qu'il va falloir réguler très très vite. Derrière, il y a une hypo. Donc là, on va avoir le coup de barre, la fatigue, qui va amener des fringales et une envie de sucrer. Et la dopamine, elle est oubliée. Et là, du coup, si déjà on est dans un état de fatigue et puis qu'on a déjà le neurotransmetteur qui est à plat de par l'épuisement, eh bien là, ça ne va pas du tout nous aider. Alors que si on apporte un petit déjeuner protéiné avec les bons acides aminés, paf, la dopamine, ça va la remonter. Donc déjà rien que ça, en fait. Ça, c'est un très bon exemple. Et si on parle le soir, la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la relaxation. Sérotonine, c'est sérénité. Hein. Donc pour se relaxer, c'est à partir de la sérotonine qui est aussi synthétisée la mélatonine, l'autre neurotransmetteur donc, du sommeil. Eh bien la sérotonine, il lui faut des glucides, il lui faut du sucre. Alors pas des glucides raffinés, mais plutôt on va partir sur des glucides lents, les céréales complètes. Et voilà, cet apport-là, amené le soir, amené en fin de journée à partir de 18h, va favoriser la synthétisation de la sérotonine et donc derrière la relaxation et un meilleur sommeil. Alors que si on mange beaucoup de protéines, par exemple animales le soir, on ne va pas être sur ce mode-là. Et la sérotonine. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça c'est la chronobiologie alimentaire. C'est de se dire, ok, alors il faut amener les bons aliments, mais au bon moment aussi, de façon à respecter le rythme biologique de l'organisme. Et là, on peut travailler donc sur l'axe système nerveux pour booster les neurotransmetteurs. Après, travailler sur un axe hormonal, notamment avec pour essayer de réguler le cortisol, qui dans le cas de stress chronique est activé et même épuisé, notamment. Et puis, travailler aussi sur les intestins. Donc, les intestins qui sont le deuxième cerveau, qui est le foyer du système immunitaire aussi, hein, et puis qui, dans le cas de stress, et puis de stress chronique est aussi mis à mal et peut avoir un microbiote qui est déséquilibré, une flore intestinale qui est déséquilibrée et qui amène encore d'autres inflammations et d'autres problématiques de santé. Donc voilà, il y a différents axes sur lesquels on peut travailler et qui permettent vraiment de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps, de l'organisme. Si je comprends bien, si on se rapproche plus de ce mode d'alimentation, on peut aussi être dans la prévention, c'est-à-dire oui, tout à fait. Ouais. De faire en sorte justement de maintenir le corps dans un équilibre. C'est vrai qu'on a capacité à assimiler les aliments, un meilleur sommeil, un meilleur système immunitaire, etc. Oui, ça agit vraiment sur tous les plans. Et puis effectivement, c'est aussi, bien sûr, c'est de la prévention. Tout d'abord, c'est ce qu'il faudrait quelque part. Si je reviens à la médecine chinoise et même à à la diététique chinoise, on est tout le temps dans la prévention. Quelque part,
À l'époque, en tout cas, des premières dynasties chinoises, le médecin de l'empereur était licencié, entre guillemets, si l'empereur tombait malade. Voilà, donc un bon médecin avait des patients qui n'étaient jamais malades et qui venaient quasiment jamais le voir d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que c'est ça, c'est de se dire qu'on peut en amont déjà mettre des choses, des habitudes. Alors, la nutrition santé, c'est pas un régime, hein, c'est vraiment une hygiène alimentaire. Il n'y a pas vraiment de restriction. Tout est question d'équilibre et de dosage et de savoir ce qui nous convient. C'est aussi être capable d'être à l'écoute et de s'observer. Comment je digère les choses, comment un plat, ce plat-là, ces aliments-là, comment je les digère, comment je les assimile aussi. Est-ce que derrière je sens fatiguée ou au contraire je suis boostée, voilà. Et ça c'est être à l'écoute. C'est un apprentissage aussi, hein. Aujourd'hui, on sait que voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de techniques et de thérapies qui nous permettent de retrouver cette connexion à notre corps. Mais je pense que c'est les peuples premiers les peuples anciens sont connectés à ce qu'ils ressentent dans le corps, et nous, on a oublié ça. Quelque part, le corps, c'est le premier. Il nous donne les infos. Il nous donne les infos. Et d'ailleurs, quand on dit maladie, c'est mal à dit. Donc, c'est le corps qui dit ce qui va mal, en fait. Donc, c'est vrai que c'est être à l'écoute, vraiment. Et la nutrition, c'est ça aussi. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je décide de manger, je décide de prendre soin de moi, qu'est-ce qui me convient, et je respecte le rythme de mon corps. Donc, c'est un apprentissage et c'est un chemin. C'est sûr que c'est pas un régime où on se dit, voilà, en 3 mois, tout est optimisé. Ça prend du temps. De toute façon, le corps prend du temps. Et même si on met en place justement une stratégie par rapport à un accompagnement de burn-out, alors il y aura certains impacts qu'on va voir assez rapidement, mais de manière générale, ça prend du temps parce que le corps, déjà, il est arrivé dans cet état de burn-out, il n'est pas arrivé en 15 jours. Hein. Avant d'épuiser un corps, hein, il faut. Le corps est une magnifique machine qui a une capacité de résistance juste incroyable. Quand on arrive à l'effondrer, enfin avoir le système qui s'effondre, c'est qu'on est déjà depuis un bon moment sur la corde raide. Hein. Bien, ouais, tout à fait. Et puis bon, il y a la notion de plaisir. C'est vrai que oui. Plus on apprend à se connaître et justement à connaître ce qui nous convient tout en respectant les fondamentaux, hein, parce que comme tu dis, le sucre le matin, le plaisir, c'est pas peut-être remplacé par autre chose, mais justement, c'est trouver ce qui nous fait plaisir, les fondamentaux de la nutrition. Et puis voilà, faire son chemin, non pas dans l'idée, comme tu dis, d'un régime qui serait quelque chose d'un et puis contraignant. De contraignant plus général, c'est-à-dire voilà, tous ceux qui ont ce problème-là, ils doivent prendre ça. Non, c'est pas ça du tout. Non. C'est vraiment de s'observer et ça prend un peu de temps, c'est sûr. Oui, ça prend un peu de temps, oui. Bien fait à long terme. Donc, oui. Et puis c'est faire avec ses possibles aussi, parce que se fixer des objectifs trop hauts qui ne sont pas atteignables, voilà, ça amène des frustrations et quelque part finalement c'est pire après. Donc c'est vraiment de se dire je fais avec mes possibles. Et puis effectivement tu as parlé de plaisir et ça c'est aussi fondamental. Parce que le cerveau, il est aussi là-dedans, la récompense, hein, et être face à un plat qui ne donne pas envie, où on n'a pas de plaisir, il n'y a finalement pas forcément beaucoup de bienfaits par rapport à peut-être manger un sandwich qu'on adore et puis qui nous fait un plaisir fou, quoi. Donc, quelque part, c'est vraiment trouver aussi ce juste milieu. Nous, en nutrition santé, on dit effectivement que l'alimentation santé, c'est 80% du temps, mais on a toujours ces 20% où finalement, voilà, on se fait vraiment plaisir et le corps, il absorbe ça de toute façon. Du moment qu'on a une hygiène alimentaire qui est sur le long terme, voilà, qui correspond à aux besoins de notre organisme, voilà, ça marche de toute façon. Le corps, il sait gérer certains écarts. Il n'y a pas de souci, mais c'est aussi à réapprendre aussi le goût des aliments et de la cuisine saine en fait, hein, parce qu'on fait une cuisine, enfin la nutrition santé dans l'assiette colorée avec des saveurs, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Les yeux sur la bouche.
Voilà. Et d'ailleurs, hier, on était invités chez des amis et j'ai amené un fondant au chocolat. Et, euh, et puis donc, j'ai rien dit. Et puis, donc, tout le monde a mangé le fondant au chocolat qui était très bon. Et puis, en fait, c'était un gâteau à la courgette. Et la courgette remplaçait en grande partie le beurre. Et personne n'y avait mis. Et c'était, voilà, et quelque part, on dit, mais c'est très très bon. Et oui, c'est un gâteau où finalement, il y avait il y avait autant de courgettes que de chocolat dedans. Donc, euh, donc voilà, et le résultat était super. Présenté comme fondant, ça y est. Oui, exactement. Voilà, et voilà. Alors bon, Ouais. c'est toujours intéressant de voir si Je me suis dit, est-ce qu'ils vont sentir le goût de la courgette? Non, pas du tout. Mais le chocolat, oui. On vous donnera ta recette. Parce que Ah oui, volontiers. Ouais, ouais. Ouais, c'est très sympa. Ok. Et on fait manger pour les enfants, c'est bien aussi. Alors, on fait manger des courgettes. Tout à fait. Ils en ont besoin aussi, eux aussi. Très bien. Bah, écoute, on arrive gentiment Oui, à la fin. Je voulais dire que tu vas probablement animer un atelier oui, avec pour le plaisir. Ouais. collectif, voilà, sur cette thématique-là. Euh, Probablement en présentiel. Et puis après, on verra si Ouais. tu fais aussi en vidéoconférence, puisque tu en fais déjà plusieurs. Euh, voilà, et puis bah, je ne t'ai pas présenté au tout début, mais tu fais aussi partie du collectif. Donc pour nous, Oui, voilà, c'est une valeur ajoutée de t'avoir. Et puis merci. je pense que voilà, c'est un domaine où il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à Mm. explorer. Donc on sera en tout cas ravis d'avoir la suite de tes recherches, puisque Oui, oui, là, on en profite un peu. Et voilà, en tout cas, je oui, te ça remercie. m'intéresse beaucoup. Oui, c'est Oui, intéressant. Ben, en tout cas, je te remercie énormément merci à toi. pour ton interview. Et puis, voilà, je rappelle que tu vas faire cet atelier qui sera donc diffusé sur nos réseaux et puis sur notre site internet. Voilà, donc, il y aura toutes les informations qu'il faut. Et voilà, je te souhaite bonne suite. Oui, merci, un bel été. Ouais. Oui, qu'on profite pour se ressourcer, hein, recharger les batteries avec du soleil et puis du repos. Et bien entendu, Et bien manger aussi, il y a plein de choses à manger en ce moment, c'est super. Plein de couleurs dans l'assiette, c'est top. c'est la saison des couleurs, donc Oui, exactement, faut en profiter, c'est le bon moment. tout à fait. Bon, ben, je te remercie Rachel et je te Je dis t'en prie, à bientôt, Gwen. à bientôt. Merci, au revoir.